Je voudrais revenir aussi sur les problèmes du chômage. Il y a, si ma mémoire est bonne, parce que les chiffres sont très rarement euh, expliqués ou diffusés, il y a à peu près entre hauteur de 300 à 600 millions de fraude sur le marché du noir. Ça représente beaucoup d'argent et c'est surtout que ça représente beaucoup de personnes qui ne trouvent pas de cadre structurel euh, comme contrat de travail légal pour prétendre leur activité de main-d'œuvre ou de service à la personne. Il me va dans l'obligation de légaliser un contrat spécial étant un contrat d'activité permettant à un organisme d'État de pouvoir stipuler selon la régularisation et la normalisation des travaux, de pouvoir régulariser les prestations. Hein, disons que un travail au noir, c'est à peu près 10 euros de l'heure. Je ne sais pas combien est le SMIC au jour d'aujourd'hui, mais si nous faisons une légalisation avec un pointage, avec un contrôle, tout ça, du coup, c'est plus des chômeurs, c'est pas des CDD ou des CDI, mais c'est des personnes qui sont comme intérimaires autonomes des travaux qu'ils peuvent effectuer. Il y a des travaux à la personne qui ne demandent pas de niveau de qualification, juste de la main-d'œuvre, et ça permet vraiment de décharger un petit peu ce taux de chômage, tout en légalisant un préjudice que l'État subit, c'est-à-dire le travail au noir. Donc, c'est bénéfique des deux côtés. Bénéfique des deux côtés. Après, pour augmenter ce travail au noir régularisé et légalisé, il faut trouver des applications nouvelles. Des applications de travaux qui puissent être ou manuels sans qualification et qui puissent être ou alors avec qualification mais sans garantie. Juste de la main-d'œuvre, mais qui ne soient pas spécialisés. Car si on est spécialisé, qu'on a de la main-d'œuvre ou alors un travaux spécifique qu'on puisse employer et être rémunéré pour, là il y a les cadres d'auto-entrepreneurs qui peuvent tout à fait être adéquates. Donc c'est pour entre les deux, avant l'auto-entrepreneur et après l'instabilité et l'inactivité, bien comment s'en sortir avec un contrat légal de par exemple je sais pas moi, pointage de tous les mois pour vérification des nombres d'heures, puis après cet organisme s'occupera de tous les prélèvements et pourra du brut au net donner le salaire à ces personnes. Ça c'est au niveau si on le fait avec une organisation de l'État. Mais on peut faire très bien cette branche de contrat payée par des avantages de prestige sur leurs travaux, que ça soit en bon d'achat, que ça soit en bon de repas, que ça soit en bon d'essence, que ça soit en bon, enfin en bon de service. Et j'espère bien que les services vont pouvoir être déployés à plus grande échelle, car si nous avons tous la même capacité ou le même moyen et le même niveau de salaire pour quel qu'en soit le travail que l'on a et que l'on accepte, il est bien plus attractif si, selon le même travail, qu'on puisse avoir chez un certains avantages qui soient bien plus intéressants que chez l'autre, ce qui nous permettra d'avoir plus d'ambition pour travailler chez un tel,
Et s'il y a l'ambition, il y a plus de travail. S'il y a plus de travail, il y a plus de satisfaction pour le patronat. S'il y a plus de satisfaction pour le patronat, il puisse y avoir un engagement à long terme, voire CDD long terme ou CDI protégé indéfiniment. Il est bien plus intéressant de recadrer toutes les services que l'on puisse prétendre. Alors ça peut aller de accompagner faire les courses, ça peut aller de par exemple conducteur officialisé de covoiturage d'État, parce que refaire comment s'appelle la disposition et la remise en service de tous les cars pour une meilleure distribution des régions ou des communes les plus excentrées des villes par le biais des bus, ça risque d'être onéreux. Or, si on crée un contrat spécifique qui permette à une personne de pouvoir être légalement conducteur de convoiturage, ben, c'est un bien de communs sociaux et peut-être que on pourrait en trouver une clause, j'allais dire, plus ou moins arrangeante entre les professionnels du taxi et cet dépannage, j'allais dire, plus ou moins honorable, qui fait valoir aussi nos devoirs en tant que patriotes, c'est-à-dire égalité, fraternité et liberté. On peut le faire aussi pour tous les travaux ménagers, que ça soit le ménage, que ça soit à domicile, que ça soit d'être amené à un endroit, que ça soit d'être assisté à une démarche, que ça soit d'être conseillé pour un problème administratif, que ça soit d'être conseillé à un problème de litige, que ça soit tout cela. J'ai eu récemment un litige avec un commerçant. Il y avait abus de pouvoir, abus de procédure, vice caché. Vice caché, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore comme préjudice? Escroquerie et vol. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire que c'était un intermarché. Légalement, j'aurais pu y faire un contrôle judiciaire, quitte à le bloquer pendant plusieurs temps jusqu'à ce que le contrôle soit fini de son entreprise. Et ça, un intermarché, une grande surface, ça ramène beaucoup. Et tout ça pour une tablette qui, selon la boîte et selon la tablette qui était à l'intérieur, c'était deux objets totalement différents. On a vérifié selon une deuxième tablette de même catégorie qu'il avait en vente et le problème était le même. Mais procédure interne de l'Intermarché, il devait faire le passer en SAV pour que eux vérifient si oui ou non il y avait un problème, alors qu'il y avait le même problème sur une deuxième qui était neuve. Bref, tout ça pour vous expliquer, pas ma personne, mais que des fois les services internes des entreprises se mettent même en hors la loi contre les lois du commerce du pays. Dans le sens que si vous avez un reliquat et un litige avec un objet dont vous avez acheté chez un commerçant et qu'il doit être en réparation, le commerçant est dans l'obligation de vous prêter une équivalence pour que vous travailliez durant ces procédures engagées. Et moi, j'ai dû racheter une tablette à 50 euros juste pour travailler pour une semaine ou deux avec. Puisque normalement le litige doit être résolu, mais il faut attendre une semaine ou deux avec. Et comme j'habite à 60 km et que je suis à pied et que ça fait 2 fois que j'y vais, les préjudices moraux commencent à grandir de plus en plus. Donc c'est un petit exemple pour vous dire que tout cela, des fois, avec un rappel à l'ordre de la gendarmerie, qui a été refusé par la gendarmerie, qui a été refusé par le tribunal d'instance, je dirais que c'est un peu déplorable. Si on peut solutionner rapidement des gros conflits, pourquoi attendre que tout le monde perde son calme? Tout ça pour en arriver au même résultat, à l'obligation de conscience des conséquences. Des fois, avec un peu d'affirmation et de conseils et de confirmation des personnes euh,
assermentés qui pourraient nous certifier nos droits et nos devoirs, peut-être que ça nous mettrait moins hors la loi et ça nous permettrait de respecter plus la loi. Là où je déplore un peu, c'est qu'on est plus dans la répression que dans l'information et surtout dans la prévention. La prévention est vraiment un besoin vital. Pour les problèmes de prison, je voudrais dire aussi que entre aller en prison, c'est-à-dire moi à l'heure actuelle, je travaille dans un appartement, je sors pas de mon appartement et j'y travaille tous les jours. Mais quelque part, je suis que dans un appartement. Je viendrais à faire une grosse bêtise, on me mettrait un bracelet, je ne pourrais pas y voir une différence. Je suis tout le temps chez moi et je travaille chez moi. Par contre, ce que je veux dire, c'est que en tant que préjudice face à la loi, il y a des mesures qui existent, je pense notamment aux tiges, qui, euh, qui surtout permettent au-delà de l'information des conséquences, peuvent trouver un compromis plus ou moins l'amiable, et ce compromis plus ou moins l'amiable permet à la personne de se remettre dans l'activité, mais en plus de payer sa dette envers la société. Quoi faire de mieux? Quoi faire de mieux? C'est la seule chose que nous devrions faire. Pourquoi faire des prisons où on va les assumer, loger, nourrir, et puis de toute liberté de contrôle, parce qu'on ne peut plus les fouiller, enfin parce qu'il y a des droits internationaux, alors qu'on peut les faire travailler selon les préjudices qu'ils ont causés à la société, autant qu'ils remboursent les préjudices qu'ils ont causés par la société par le travail. Ça me semble tout à fait de bonne guerre. Et c'est pas de bonne guerre pour les détenus, mais c'est un moyen d'intimidation objectif qui me va droit au cœur. Pour moi, entre être hors la loi et devoir aller en prison, je peux m'en faire une raison, mais entre être hors la loi et devoir travailler pour l'État pendant X années pour préjudice moral, enfin pour X raisons, et devant faire un tige, le tige, pour moi, serait vraiment beaucoup, beaucoup plus dur à accepter et serait bien plus moral et bénéfique, quelque part. Maintenant, après les problèmes, euh, pour moi, un problème, ça ne s'accumule pas. Tous les jours porte sa peine, et quand on a un problème, on est censé trouver la solution. Or, je vois bien qu'en France, le problème, c'est que pour régler un problème, les procédures des services administratifs demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ce n'est pas forcément dû à l'effectif, c'est surtout dû aux outils de travail. Alors, au lieu d'engager 5000 ou 2000 personnes sur le renseignement ou sur les effectifs nouveaux pour sécuriser un peu les tentatives de récidive ou les tentatives de primaire pour les pénitenciers, je propose simplement qu'on organise à hauteur de ne serait-ce que 300 ou 500 euros un programme informatique avec des algorithmes et des probabilités qui puissent cibler et orienter les observations des agents spécialisés de renseignement qui leur facilitera le processus du suivi. Pourquoi utiliser une personne pour écouter tous les enregistrements quand on peut mettre un programme qui écoute tout l'enregistrement et qui fait la synthèse face aux lois concernées? Si c'est pour faire de la répression, nous sommes déjà perdants. Si c'est pour faire de l'information auprès de citoyens qui sont dans l'illégalité en vue de les prévenir pour mieux guérir, quitte à peut-être un peu un stage de TIG, je pense que vraiment la dissuasion est vraiment tip-top, tip-top, tip-top. Je pourrais encore vous parler
des expansions pour le comment ça s'appelle, le chômage, mais ça sera pour la prochaine vidéo. Merci.